C'est devant une clinique déjà. Océan FM à Cotonou, la fréquence du défi sur 88. Carte sur table, c'est votre espace de radioscopie de l'actualité sociopolitique avec des personnalités de grande réputation. Carte sur table, c'est aussi une émission interactive qui vous permet de poser des questions à nos invités. Carte sur table, c'est tous les dimanches à partir de 9h sur la 88.6, sur nos plateformes digitales YouTube, groupe de presse Le Matinal et sur Facebook Radio Océan 88.6 MHz. Océan FM, le défi continue. Il est 9h sur l'ensemble du réseau de diffusion de Océan FM. À toutes et à tous, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique, carte sur table. Après 22 ans de décentralisation, le Bénin a sans doute, sous le leadership éclairé du chef de l'État Patrice Talon, réformé en profondeur la gestion des affaires publiques au niveau local et ceci en 3 ans. Désormais au Bénin, chaque maire dispose, selon les tests, d'un secrétaire exécutif, nouveau patron des finances communales. Concrètement dit, le maire n'est plus impliqué dans la gestion financière, oui, des affaires de sa commune. Il ne nomme plus de chefs-service, il ne passe plus les marchés publics et ne signe plus les chèques comme auparavant, dans la posture d'ordonnateur du budget communal. Cette réforme de la décentralisation dispose désormais également d'un nouvel organe communal, le conseil de supervision, de nouvelles catégories de communes selon leur importance économique, démographique ou encore la création d'un fonds d'investissement communal. Sur cas sur table, en tout cas de ce dimanche 4 mai 2025, mesdames et messieurs, nous faisons le bilan des réformes dans ce secteur et les perspectives. Et dans le fauteuil de l'invité pour l'exercice, nous recevons un habitué justement de ce secteur-là, connu du grand public. Son nom, M. Franck Kenevo, expert en gouvernance et expert en décentralisation, j'allais dire. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Carte sur table. Bonjour chers confrères, bonjour chers amis, bonjour aux auditeurs qui sont à l'écoute. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Le plaisir est également le nôtre. Et comme tous les dimanches à la manœuvre, je ne suis pas seul, je suis avec mon binôme Sosten Federo. Bonjour. Bonjour à vous, Aziz Adam Soulé. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui ne ménagent aucun effort pour tourner leur bouton sur la 88.6 chaque dimanche quand il sonne 9h. Exactement. Et de l'autre côté, il est resté fidèle au poste. Son nom, Roch Botuedo, c'est lui qui assure la mise en onde, l'homme au doigté magique, grâce à qui vous avez la possibilité de suivre vous en direct. Merci également à notre ami Einstein à Bobo qui assure le streaming sur nos différents canaux digitaux. Ceci dit, voici ce qui lance le débat. Kenevo, de nouveau bonjour. Bonjour. Alors, sur le front de la décentralisation et de la gouvernance locale, le premier signal fort lancé par le président Patrice Talon remonte sans doute au 22 juillet 2016. À cette date, eh bien, les chefs-lieux des 12 départements ont été fixés et les nouveaux préfets installés dans leurs fonctions. Question. Depuis 2016, comment se porte la décentralisation au Bénin? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Merci beaucoup, c'est une question très vaste, mais je vais commencer par dire que de 2016 à aujourd'hui, il faut considérer 2 phases. Oui, il faut considérer de 2016 jusqu'à 2021, qui est la continuité de ce qui se faisait depuis 2003 dans notre pays en matière de décentralisation, et la rupture qui est intervenue, disons, en 2021 par une réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Donc, pour faire le bilan de 2016 à 2021, je dirais que c'est vraiment le même bilan que de 2003 à 2016. Disons que il y avait un certain nombre de défis liés à la décentralisation. Ces défis-là, on va commencer par le fait qu'on ait créé de nouveaux départements sans désigner les chefs-lieux, et donc on ne peut pas nommer les préfets pour rapprocher la déconcentration de la décentralisation. Parce que en réalité, la décentralisation doit se nourrir aussi de la déconcentration. J'explique. Lorsqu'on parle de décentralisation,
c'est que l'État lui-même, volontairement, décide de faire une réforme de l'administration territoriale et de faire apparaître aux côtés de l'État lui-même et de ces démembrements que nous appelons les préfectures, les départements, de faire apparaître des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, des domaines de compétences propres et administrées librement par des organes élus. Donc, l'État décide lui-même de créer des collectivités territoriales, de leur transférer des compétences et des ressources, de leur permettre de faire des élections pour élire les responsables de ces collectivités territoriales, et afin que ces collectivités territoriales décident avec les populations, les forces vives de la commune, quelle est l'orientation du développement, comment on utilise les ressources de la commune pour développer. Donc c'est un développement à la base que suppose la décentralisation avec la démocratie locale comme élément d'organisation. Donc à partir de ce moment, l'État doit aussi prolonger la déconcentration pour que la tutelle de l'État soit assurée sur les conseils, sur les communes. Quel est le sens de la tutelle? Nous sommes dans un pays unitaire. Donc, les lois sont les mêmes à Cotonou qu'à Malanville, à Porte-Nouveau qu'à Seybana ou Wenki, etc. Donc, à partir de ce moment, le rôle de l'autorité de tutelle, c'est de s'assurer, premièrement, que les orientations de développement dans les communes sont en harmonie, en concordance, en phase avec les orientations nationales. Le gouvernement ne peut pas dire que le développement national, c'est le numérique et l'agriculture, et une commune va s'en écarter, parce que les politiques publiques s'inspirent des orientations nationales et s'adaptent aux exigences locales. Donc le préfet est là premièrement pour veiller à ce qu'il y ait harmonie entre les orientations de développement dans les communes et les orientations nationales. Deuxièmement, le préfet est là pour veiller à ce que tout ce qui est fait dans les communes soit conforme à la loi. Donc, la tutelle, c'est un mécanisme qui vient édulcorer l'autonomie des collectivités territoriales, mais qui permet à l'État d'assurer un contrôle sur ce qui est fait et de veiller à leur conformité, non seulement à la loi, non seulement aux orientations nationales, mais de garantir l'intérêt général. Donc, dans la tutelle, il peut arriver que un préfet dise à un maire, vous n'êtes pas en train de satisfaire l'intérêt des populations, je vous fais mise en demeure d'exercer telle compétence, comme le préfet Toboula avait eu à le faire avec la gestion des ordures à Cotonou. Donc, la tutelle permet de faire ça. Donc, le premier défi qu'on avait depuis 2003, c'est que la politisation a fait que chaque fois que le gouvernement veut désigner les chefs-lieux des départements, il y a des revendications dans les communes voisines. Et donc, le gouvernement, ne voulant pas frustrer une commune par rapport à une autre... Il paraîtrait qu'en son temps qu'il y avait aussi des intérêts politiques. Oui, c'est des intérêts politiques, c'est-à-dire tout le monde se dit, lorsque vous êtes désigné comme chef-lieu, vous avez des infrastructures, vous avez des équipements, vous avez des investissements. Des avantages que d'autres communes n'auraient pas forcément. Voilà, donc malgré les critères qui étaient fixés au niveau de la loi, il y avait des difficultés pour l'exécutif de désigner ces chefs-lieux-là, ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a courageusement fait en 2016, en fixant les chefs-lieux des nouveaux départements, c'est-à-dire nous avions avant 6 départements. Ces départements ont été divisés en 2, donc nous en avons 12. Il fallait donc fixer les chefs-lieux au niveau de l'Atlantique, au niveau des Koufo, du plateau, des collines,
de la Liborie et de la Donga. Donc, voilà les 6 nouveaux départements et le chef de l'État a pu régler ce problème-là. Parce que l'absence de ce problème, vous savez, on avait un préfet pour Borgo à Liborie. Vous voyez la taille de ces 2 départements ensemble. Comment est-ce que le préfet peut déployer non seulement le contrôle de l'égalité, mais aussi l'assistance conseil. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais dans la tutelle, il y a 2 fonctions. L'appui conseil et le contrôle de l'égalité. Donc, si vous avez beaucoup de communes qui sont à des distances éloignées et que vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas les accompagner. Et donc, parfois, il y a certaines communes qui échappent, on va le dire comme ça, hein, au contrôle du pouvoir public, notamment représenté par... le préfet, non. Aucune commune n'échappait, mais le contrôle était lent et l'assistance conseil était quasiment inexistante. Donc, c'est ça qui était le vrai défi. Maintenant, en termes de bilan aussi, on avait, disons, de 2003 à 2021, en passant par 2016, on avait une forte politisation de l'administration communale. Et cette seule politisation faisait que lorsqu'on veut passer des marchés, par exemple, l'objectivité n'y était plus. Vous voyez, je me rappelle de cette anecdote qui était rapportée par les maires eux-mêmes, où le conseil communal a délibéré pour que pour les célébrations du 1er août, on puisse octroyer un budget de 500 000. Mais après la délibération, chaque conseiller allait voir le maire pour dire combien moi j'ai dans les 500 000. Et si le maire ne disait pas à chaque conseiller, c'est une caricature, hein, donc il peut y avoir d'excès dedans, elle ne disait pas à chaque conseiller, bon, tel volet là, je te donne, donc va chercher l'entreprise. Tel autre volet, je donne à l'autre conseiller. S'il ne disait pas ça, le lendemain, on amenait une motion de destitution pour lui dire, bon, parce que tu n'as pas voulu me donner telle chose, moi, s'il y a motion de destitution, je vais te destituer. Donc, il en est de même, non seulement pour les marchés, mais aussi pour les voyages. Vous voyez, il y avait du chantage au maire. Il y avait des missions où vous allez vous retrouver avec une délégation de 5-6, alors que 2 ou 3 personnes fait l'affaire. Exactement. Donc, il y a cette politisation. On a vu sur le plan des marchés publics, sur le plan administratif ou dans les délégations, mais aussi, surtout, dans le recrutement du personnel. Vous savez, il y a des communes pas loin de Cotonou qui ont jusqu'à une 30aine de chauffeurs, alors qu'il n'y a même pas 10 véhicules sur le parc. Donc, quand un maire arrive, il vient avec son chauffeur, il en recrute parmi ses proches, il part, il les laisse, ils sont déjà agents de la commune, donc le nouveau, lui aussi, les secrétaires, vous voyez, donc on avait un défi de personnel dans les communes, parce que le personnel qui était au niveau des circonscriptions urbaines, des sous-préfectures, qu'on a transféré aux collectivités territoriales en 2003, ce personnel-là, c'était un personnel fantaisiste, mais qui était plus orienté à animer les maisons du peuple, à animer les bars, qui étaient dans les maisons du peuple, et pour un certain nombre, à exécuter des missions. Or, la décentralisation exige l'ingénierie de développement. Donc, il faut des cadres pour concevoir les stratégies, des cadres pour les mettre en œuvre, etc., etc. Donc, la pyramide de l'administration communale était pauvre et déséquilibrée. Donc, à partir de ce moment, l'administration communale ne peut pas satisfaire les besoins des populations. Donc, il y avait un défi en ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. L'autre défi aussi, l'autre problème aussi, c'était que les ressources locales étaient faibles. On avait des transferts de l'État
mais la mobilisation des ressources propres était faible. Donc, au niveau communal, on n'avait pas assez de ressources. Tous les regards étaient fixés sur l'État, mais qui faisait un transfert qui avoisinait les 5% des recettes de l'État. Donc, c'était faible. Pour 77 communes, c'était faible. Donc, à partir de ce moment, on observe aussi que dans ce même contexte, on observe que la planification locale, la planification budgétaire n'était pas rigoureuse. Donc, il y avait tous ces problèmes qui minaient la décentralisation jusqu'à ce que le chef de l'État... C'est vrai que pour les ressources humaines, il y a des communes qu'on retrouve aujourd'hui dans la catégorie des communes à statut intermédiaire qui ont commencé par faire des efforts, par recruter du personnel de qualité, par les former, par les déployer sur le terrain. Mais c'est dans ce contexte que, en 2021, au lendemain de la présidentielle, le chef de l'État a décidé de lancer la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Donc, on était dans un contexte où le rôle des collectivités territoriales n'était pas bien affirmé sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas assez de ressources humaines de qualité. Il y avait une politisation qui fait que aussi bien le chef de parti, vous voyez les partis comme le PRD, la Renaissance du Bénin, qui avait quand même la même mise sur des collectivités territoriales. Quand on prend le PRD dans l'OME, le PRD rayait en maître. Quand vous prenez la Renaissance du Bénin dans le Zoo, à Cotonou, un peu dans l'Atlantique, la Renaissance du Bénin rayait en maître. Donc, la gestion qui était impulsée de ces chefs de parti, de ces partis politiques, n'était pas des plus orthodoxes. Vous voyez, en dehors des chefs des partis qui ne comprenaient pas toujours l'enjeu de la décentralisation, il y a aussi, disons, les hommes d'affaires qui ont prospéré dans les communes, qui arrivaient à influencer la gestion communale. Vous voyez. Donc la politisation dont on parle, c'était même des ministres arrivaient à faire des choses aux maires qui n'étaient pas orthodoxes. Donc il y avait cette situation. C'est un milieu, disons, qui a été assaini au fil du temps. Oui, donc disons que en 2021, le diagnostic qu'on a eu en 2006 et en 2015, ce diagnostic-là s'est amélioré un peu en 2021. Parce que disons que lors des élections communales et municipales de 2020, beaucoup d'intellectuels sont devenus maires. On a vu des professeurs d'université, on a vu des docteurs, etc., des cadres de l'administration qui sont devenus maires. Donc, dès leur arrivée, ils ont fait l'effort d'améliorer le volet ressources humaines. Ça commençait par s'améliorer un peu, mais la politisation, la mobilisation des ressources, la planification locale, la planification budgétaire, c'était encore des défis qui étaient entiers dans nos collectivités territoriales en 2021 où la réforme a été lancée. Voilà, vous parlez de la réforme, vous me tendez si bien la perche avec votre permission, Soussen Fadaïro. Alors, en tant qu'expert du domaine, où en sommes-nous justement parlant de ces réformes-là, avec l'implémentation de la réforme structurelle, de ces différentes politiques justement du secteur de la décentralisation, comme je le disais, depuis l'arrivée du chef de l'État. Est-ce que depuis 2021, est-ce qu'on a senti véritablement des lignes bouger? Autrement dit, cette réforme, est-ce que vous avez, en tant qu'expert du domaine, comme je le disais, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire fier d'avoir d'une manière ou d'une autre contribué, parce qu'on sait même avant l'arrivée de ces réformes-là que vous alertiez sur des domaines donnés? Oui, je pense que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, cette réforme a apporté beaucoup de bien à la décentralisation. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Alors, prenons la réforme dans son dimensionnement. Premièrement, cette réforme
est venu séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et administratives. C'est ça. Ça veut dire que avant, le maire, il était le chef de tous les organes politiques, mais il était aussi le maire de l'administration communale. Il était le chef de l'administration communale. Donc le maire avait deux casquettes, disons trois casquettes. Le maire était le représentant de l'État. Il était le président du conseil communal et de tous les organes dérivés qu'on peut avoir, mais il était surtout le chef de l'administration communale. Votre maire était trop puissant, c'est ça? Oui, le maire était vraiment puissant. C'est ça. Parce que si vous avez un maire qui a ce niveau de puissance et que l'administration n'est pas forte, c'est difficile. C'est difficile parce que le maire va faire passer des choses qui ne respectent pas le grade des autres conseillers. Oui, le maire va vraiment influencer l'administration. Donc, la réforme, dans un premier temps, a décidé de séparer les fonctions politiques qui sont réservées exclusivement aux élus, des fonctions techniques et administratives qui sont dévolues désormais à un secrétariat exécutif ayant pour chef le secrétaire exécutif. Donc ça, c'est le premier élément de la réforme. Cette réforme veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, aujourd'hui, n'est plus ordonnateur du budget de la commune. Il n'est plus le chef direct de l'administration. Ça veut dire qu'il ne nomme plus aux emplois communaux. Ça veut dire que le maire ne peut plus affecter qui que ce soit d'un endroit à un autre. Oui. Le maire ne peut plus être autorité approbatrice des marchés publics. Le maire ne signe plus, c'est-à-dire la réforme est allée jusqu'à retirer au maire la signature des actes communaux. Donc si vous faites votre convention de parcelle, bien sûr, le maire ne peut plus signer ça. C'est si on parle des permis de construire autres, donc le maire a perdu la signature d'un certain nombre d'actes qui étaient vraiment le symbole de la municipalité. Donc ça, c'est le premier élément. Donc dans ce contexte, le gouvernement a changé l'architecture des organes communaux. On avait avant un conseil communal qui décidait de tout, qui délibérait sur toutes les matières, qui autorisait le maire avant que le maire ne puisse agir. Aujourd'hui, ce conseil communal est resté, disons, dans les grandes décisions. Mais la gestion quotidienne, la supervision de la gestion de la commune par le secrétariat exécutif est dévolue à un autre organe qui a été créé, le conseil de supervision. Donc ce conseil de supervision réunit autour du maire, les adjoints et les présidents de commission, et le secrétaire exécutif, et chaque mois le conseil de supervision reçoit un compte rendu du secrétaire exécutif et donne des instructions au secrétaire exécutif. Nous avons donc une architecture institutionnelle un peu paradoxale. Pourquoi paradoxale? Paradoxale parce que le maire, il n'est pas vraiment le chef du secrétaire exécutif. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une relation de subordination totale entre le maire et le secrétaire exécutif. Le maire, le secrétaire exécutif se retrouve dans les liens de subordination par rapport au maire lorsqu'il s'agit des compétences propres du maire. Parce que la réforme, comme par le passé, a reconnu le maire comme un organe entier. Voilà. En matière de police administrative, le maire n'a pas besoin d'une délibération avant d'agir, par exemple. Et il y a des domaines comme la coopération qui sont restés dans
gérant du maire comme compétence propre. Il n'a pas besoin de consulter d'abord le secrétariat exécutif. Non, dans ces domaines, le maire peut instruire le secrétaire exécutif. Mais dans tous les autres domaines, le secrétaire exécutif a des relations fonctionnelles avec le maire. Si le maire voit qu'il y a des manquements dans un domaine, s'il ne veut pas attendre le conseil de supervision, il peut envoyer une injonction au secrétaire exécutif. Il peut lui donner des orientations, lui demander d'aller dans tel sens ou dans tel sens. Mais le secrétaire exécutif, le maire ne peut pas le relever de ses fonctions. Parce que les liens de subordination font que le supérieur hiérarchique peut relever de ses fonctions celui qui lui est subordonné. C'est ça. Vous voyez, ou le sanctionner. Maintenant, entre-temps, est-ce que, si vous permettez, le maire, les injonctions ou les suggestions du maire sont obligées d'être prises en compte par le secrétaire exécutif ou la secrétaire exécutive? Si ça passe par le conseil de supervision et que c'est légal, le secrétaire exécutif est tenu de les prendre en compte. C'est ça. Alors, à défaut d'une réquisition. D'accord. Oui. Ok. Alors, au vu de tout ceci, on peut se poser des questions. Était-on obligé d'aller vers ces réformes dans ce domaine? Bon, ce pan de la réforme, je pense que c'est trop fort, à mon avis. Je pense que, normalement, dans la conception de l'administration, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau. Mais pour moi, le secrétaire exécutif apparaît comme un capitaine bis. Mais disons que pour comprendre les choix du gouvernement, il faut rester dans le contexte du diagnostic qui a été fait. On a vu que par le passé, les secrétaires généraux étaient à la merci des maires et le maire pouvait le dégommer quand et comme il veut. Ce qui fait que le secrétaire exécutif, quand bien même il est là pour être garant du respect des normes, des tests et autres, pour une gestion de qualité, la crainte de se faire limoger par le maire l'amène parfois à valider des choses qui ne sont pas dans l'orthodoxie administrative, la déontologie administrative. Donc, c'est pour régler ça que le gouvernement est allé, à mon avis, vraiment très loin. Pour créer un poste aussi protégé, surprotégé, parce que le secrétaire exécutif, vous voyez, dans le contexte actuel, si un maire ne peut pas se lever et sanctionner un secrétaire exécutif, il est obligé de saisir le conseil de supervision que lui-même préside. Mais le conseil de supervision ne peut pas le faire sans que le préfet ne donne son accord. Donc, le gouvernement a voulu protéger les secrétaires exécutifs, ce qui n'est pas mauvais, mais ça limite les compétences, l'influence du maire que la loi reconnaît, la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 reconnaît comme la première autorité politico-administrative de la commune. Mais malgré cette reconnaissance de l'article 101, le maire ne peut pas, même en conseil de supervision, il ne peut pas sanctionner le secrétaire exécutif si le préfet ne donne pas son accord. Donc, ça, je pense que, vous voyez, le choix du secrétaire exécutif est vraiment trop encadré, à mon avis. Parce que c'est vrai que le maire est un acteur politique. Et les acteurs politiques au Bénin ne sont pas forcément dignes de confiance. Mais le cadre qui est amené dans une commune, si les deux têtes ne travaillent pas ensemble, en synergie, je pense que l'objectif ne sera pas atteint. L'objectif ne sera pas atteint. Aujourd'hui, l'autorité du président Patrice Talon fait que et maire
et secrétaire exécutif essayent de ne pas perturber l'esprit de la réforme. C'est ça. Mais si le chef de l'État n'est plus là, n'est plus en place, est-ce que on aura encore ce respect de l'esprit de la réforme? Parce que, regardez... c'est là, entre autres, vos craintes. Oui, c'est-à-dire, il y a un déséquilibre au profit du secrétaire exécutif. C'est ça. Et ce déséquilibre-là, lorsque, aujourd'hui, celui qui a porté la réforme, il dispose à travers l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, il dispose d'un contrôle sur la quasi-totalité des communes. Ce qui fait que, par respect pour le chef de la majorité présidentielle, que le président Patrice Talon est, beaucoup de maires avalent cela comme des couleuvres. Vous voyez? Deuxièmement, on observe que, je vous ai dit tantôt que non seulement le maire dans la réforme a perdu les signatures, mais il a perdu un certain nombre de privilèges. La gestion budgétaire, justement, les marchés publics, la nomination, même les affectations, même les autorisations que la commune donne, le maire ne peut plus rien signer. Donc aujourd'hui, le maire est cantonné dans un rôle à minima. Et donc, parce que si une réforme n'est pas dans la durabilité, c'est qu'on aura fait des sacrifices pour rien. C'est ça. C'est-à-dire, moi, ma préoccupation, c'est que il faut que le gouvernement trouve les aménagements afin de permettre un équilibre. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, être maire, c'est venir présider les sessions du conseil communal, les sessions du conseil de supervision et faire quelques audiences. Et ça s'arrête là. Oui. Donc, ça dit que cette fonction est en train de devenir pratiquement une coquille vide. Non, c'est pas une coquille vide. Vous savez, la fonction du maire, c'est la fonction essentielle à la base. C'est-à-dire, c'est le maire qui a fait campagne. C'est les élus qui ont fait campagne avec un projet de société, un projet de ville pour gagner les élections. Et donc, je pense que le choix du gouvernement est pour 5 ans, 6 ans, parce qu'on a de 2000 à 2026 une mandature de 6 ans, mais en réalité, disons que c'est de 2022, de 2022 à 2026, pour voir, et je souhaite vraiment que le point soit fait, qu'on puisse évaluer ce choix qui est unique au monde. Moi, j'ai visité beaucoup de pays. On a eu dans des conférences à parler de beaucoup d'expériences de décentralisation. Le choix du Bénin est un choix unique. Même le cas du Rwanda, le maire joue un rôle encore plus important qu'au Bénin. Donc, je pense que c'est dans une phase de transition pour voir comment ça va se comporter sur le terrain et faire les ajustements. Mais par contre, ce que j'ai aimé dans cette réforme, à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs autres points qu'on va voir, à ce niveau-là, c'est que le tabou du maire ordonnateur du budget a été levé. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'un maire ne peut pas être directeur général et président du conseil d'administration. C'est ce que ça voulait dire avant. Et dans notre contexte sociologique, cette casquette faisait peser beaucoup d'épées de Damoclès sur la tête du maire. Même à Cotonou. C'est ça. Même à Cotonou. Au temps du président Soglo. Vous imaginez le charisme du président Soglo, c'est son charisme qui a fait que ça s'est calmé et tous les conseillers municipaux de Cotonou savaient que la Renaissance du Bénin avait la même mise sur cette ville. Donc ça faisait calmer les choses. Donc ça là, je pense que
on n'est pas... Oui, tout ce qui est lié à la gestion financière, tout ce qui est lié au marché public, je pense que même si on doit revisiter cette réforme, il faut enlever ça au maire pour permettre à des techniciens de travailler là-dessus sous le contrôle du maire. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, les maires sont dessaisis de tout le dispositif administratif. Or, si vous allez dans une commune, les délibérations, tout ça là, ça n'a de sens que si du côté de l'administration, c'est mis en œuvre. Et donc, moi, je pense que au niveau de la réforme, il y a des choses qu'on peut revoir. On peut revoir justement la manière dont on choisit le secrétaire exécutif, par exemple, et que le maire ou le conseil de supervision, qui est une innovation aussi de la réforme, qu'il faut garder à mon avis, parce que tous les 3 mois, il y a session ordinaire du conseil municipal, ce qui était là, ce qui était éloigné, et donc on assistait à des conseils extraordinaires, répétés. Donc l'idée d'un conseil de supervision me paraît pertinente à garder pour que... mais il faut ouvrir ce conseil de supervision à des élus de l'opposition municipale ou communale, et pourquoi pas au chef d'arrondissement. Je sais que le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de monde, mais quand on est dans des communes comme Cotonou, Porte-Novo, Calavi, où la taille est un peu grande, on peut ouvrir un peu le conseil de supervision pour que les regards, parce que c'est la gestion quotidienne. Vous voyez, donc ces éléments-là sont des éléments qu'il faut conserver dans la réforme. Maintenant, quand il y a un acte à délivrer par une commune, je trouve que c'est le maire qui doit signer. Les affaires domaniales posent problème parce qu'il y a eu beaucoup de malgouvernance dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, avec les réformes au niveau de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, on peut espérer que dans les mois, les années à venir, les réserves administratives ne seront plus morcelées, des conventions fictives ne seront plus signées par les maires. Donc, il faut que l'image d'une collectivité territoriale, c'est les élus. C'est les élus. Donc, que les secrétaires exécutifs travaillent sous les élus et qu'on trouve des mécanismes de les protéger et que la tutelle joue pleinement son rôle. D'accord. L'autre chose, puisque vous parlez de ces secrétaires exécutifs, Monsieur Kenevor, il y a que ce qui paraît un peu paradoxal. Je sais que vous travaillez justement avec plusieurs communes du Bénin, vous êtes aux côtés de ces différents maires-là. Mais le problème avec les secrétaires exécutifs, on a constaté l'année dernière une vague, on va le dire comme ça, de démission de certains secrétaires exécutifs. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas, au-delà même de ce côté-là surpuissant que les tests donnent à ces SE-là, on a pu constater, elle se dit que c'est ce que vous décrivez là qui fait que le mal est aussi profond, que nous allons de lune de miel en lune de fiel. On a pu voir plusieurs communes où les SE, ont jeté le tablier, sont partis. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je pense que votre diagnostic n'est pas vrai. D'accord. Vague, non. Je pense on a pu constater plus de 3, 4, au plus 5 démissions. Vous voyez, sur 77, donc c'est marginal. Il y a eu des destitutions. Il y a eu des révocations. Des révocations également. Il y a eu des révocations parce que... mais c'est deux choses différentes. D'accord, allez-y. Les démissions, vous savez, le profilage des secrétaires exécutifs, j'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est un profilage qui est trop ouvert. C'est ça. Qui est trop ouvert. D'accord. On a gestionnaire des ressources humaines qui peut être secrétaire exécutif. On a administrateur civil, on a planificateur, ingénieur en génie civil, on a financier, tout ça là.
c'est vraiment ouvert. Or, quoi qu'on dise, gérer une ville, c'est des aptitudes. Parce que lorsque vous êtes secrétaire exécutif, vous devez connaître l'administration. Absolument. Or, le fichier qui a été créé par le gouvernement admettait aussi bien ceux qui ont des expériences administratives que ceux qui n'en ont jamais eu. C'est ça. Donc, je pense que l'un des premiers éléments, c'est qu'il y a des secrétaires exécutifs qui ont été confrontés à des réalités difficiles sur le terrain, à l'hostilité des élus, à l'hostilité des cadres de l'administration, parce que si vous quittez un milieu à un autre, bon, ça peut amener des conflits, des frictions. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Mais très vite, la cellule de suivi la cellule de suivi et de contrôle des communes, cette cellule-là a apporté des réponses, a fait des séances, il y a eu, disons, des formations pour permettre aux uns et aux autres de comprendre, de rentrer dans leurs fonctions. Donc, les démissions, ça peut être lié à ça. Il y a des personnes qui, l'éloignement de leur famille a fait que... On a le cas des femmes, justement. Par la suite, ces personnes ont démissionné. Mais ce qui vous a donné l'impression d'une vague, c'est qu'il y a eu des révocations de secrétaires exécutifs. Il y a des secrétaires exécutifs sanctionnés par l'autorité de régulation des marchés publics et donc ne pouvant plus être autorité approbatrice des marchés publics, étaient obligés de retourner à leur administration d'origine. Donc, il y a ces personnes-là. Les révocations, vous savez, il y a en réalité la procédure pour faute lourde est aussi valable pour les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement que pour les secrétaires exécutifs. Donc, cette procédure de révocation a été, pour les cas qui ont marché, mise en œuvre par le gouvernement. Donc, du coup, les secrétaires exécutifs ont été révoqués parce que ils ont commis ce que la loi appelle faute lourde. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des questions d'interprétation aussi. Donc, ces secrétaires exécutifs ont été révoqués. Donc, si on ajoute ceux qui ont démissionné à ceux qui ont été révoqués et ceux qui ont été sanctionnés par des décisions de l'autorité de régulation des marchés publics, on peut approcher les 8 secrétaires exécutifs qui ont été remplacés. Mais comme dans le fichier, il y a encore de la ressource, les tirages au sort ont été faits et ces secrétaires exécutifs ont été remplacés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième volet de la réforme, c'est de mettre à la disposition des communes des ressources humaines de qualité, Bac plus 5. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos communes, tous les directeurs qui entourent les secrétaires exécutifs sont des cadres de Bac plus 5. Vous voyez que le niveau a été relevé, que ce soit au niveau de la direction de la planification et du développement local, la direction des affaires administratives et financières, que ce soit la direction des services d'information, que ce soit la direction des services techniques, que ce soit les affaires domaniales, toutes ces directions aujourd'hui sont pourvues avec des cadres de niveau Bac plus 1. Et ça, il faut féliciter le gouvernement parce que justement, on est en train de réunir les conditions
pour que l'ingénierie du développement local se mette en branle. Absolument. Maintenant, il faut aussi la stabilité pour que ces cadres-là puissent avoir le temps de s'approprier les enjeux, de connaître leur territoire. Vous voyez, parce que si vous êtes à Parakou et que vous n'avez pas grandi à Parakou, vous avez besoin de comprendre comment fonctionne la sociologie, l'environnement et tout ça. L'économie, l'environnement, tout ça là. Donc, il faut leur donner le temps aussi de rentrer dans leur fonction. Et je pense que ça, il faut féliciter ça. Et donc, en matière de ressources humaines, il faut profiter aussi pour saluer la révalorisation du statut de l'élu. D'accord. Aujourd'hui, au Bénin, du maire jusqu'au chef de quartier, de ville et de village, tout le monde a un salaire bien fixe, bien connu. Et tous les conseillers, vous voyez, on a quand même le personnel communal élu, c'est 1800 et quelques. Et donc le gouvernement a pu fixer un montant, un salaire pour eux en fonction de la catégorie de la commune. Et un véhicule pour les maires, un véhicule pour les secrétaires exécutifs. Donc ça fait que, vous voyez, moi je me rappelle, il y a des communes où, quand il y a réunion à Cotonou, c'est le maire même qui se débrouille. Parce que la commune ne pouvait pas acheter un véhicule de commandement pour le maire. Je crois que Perret, il y a des communes où éloignées, où il y avait des difficultés. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose que tous les maires disposent en tout cas d'un véhicule de commandement flamand neuf qui a été mis à la disposition par l'État. Les secrétaires exécutifs aussi, de même. Donc, le salaire est bien revalorisé. Donc, je pense que sur le plan des ressources humaines, un grand pas a été fait. Ce qui reste maintenant, parce que, comme on le dit, en fond, le chef gagne et nous gagne. Donc, quand vous avez un directeur qui est de ce niveau-là, il faut au moins les cadres qui vont l'accompagner. Si le directeur est seul, or, nous savons que dans nos administrations, il y a tellement de réunions, il y a tellement de séances, de manifestations. Si le directeur, c'est lui qui doit venir faire les TDR, c'est lui qui doit initier les courriers, c'est lui qui doit gérer, traiter les dossiers, il ne va pas se retrouver. Il ne va pas se retrouver. Il devient l'homme à tout faire. Et ça se ressent aujourd'hui au niveau des personnes responsables des marchés publics. C'est ça. On a des PRMP de qualité, mais qui ont besoin d'assistants de qualité aussi. Donc, ça pose en partie un problème de faible consommation des ressources dans les communes. Vous voyez, il y avait eu un cas dont j'ai eu connaissance à Malanville en 2000, je crois que c'est en 2024, où les écoliers, parce que les procédures de passation de marché public n'étaient pas bien montées, bien suivies, les écoliers ont passé 1 année, 2 années scolaires sans mobilier. Donc, ils étaient obligés de s'asseoir par terre pour suivre les cours. Et le défi aujourd'hui en matière de consommation des ressources, c'est en partie au niveau du manque de personnel auprès des personnes responsables des marchés publics. Vous voyez, lorsque la procédure exige qu'il faut élaborer des TDR, donc tout ce qui a comme marché dans une commune, les TDR doivent partir peut-être des directeurs, mais c'est la personne responsable des marchés publics qui finalise tout ça. Donc il lui faut une petite équipe autour. Mais je pense fondamentalement que la faible consommation des ressources au niveau des communes, c'est lié en partie au manque de ressources au niveau
les directions qu'on appelle personnes responsables des marchés publics, mais aussi au nombre élevé de contrôles dans les communes. C'est ça. Vous n'allez pas voir une administration contrôlée au Bénin comme les communes. Mais le paradoxe, c'est que les communes, c'est moins de 5% des recettes, des ressources de l'État. Il y a un problème. 5%. Mais, je vous explique. Lorsque une dépense doit être effectuée au niveau de la commune, nous avons le conseil de supervision, le conseil municipal, qui ont leur droit de regard, chacun selon ses attributions. Parce que l'autorisation vient forcément de ces deux structures. Ensuite, vous avez le contrôleur financier qui doit faire un contrôle a priori. C'est ça. Un contrôle a priori. Vous avez l'autorité de tutelle qui fait aussi un contrôle suivant des délais. Vous avez le contrôleur financier, lui, il fait un contrôle qui n'est pas forcément encadré dans un délai. Donc, le parapheur va quitter l'administration communale, ira chez le contrôleur financier, le délégué du contrôleur financier, lui peut garder ça pendant 2 semaines. C'est ça. Et ça revient. Quand c'est fini, il faut lui renvoyer, qu'il regarde et qu'il soit d'accord pour parapher ou signer. Bon, parapher d'abord, vous voyez. Donc, finalement, d'aller et retour, ça peut faire 3 mois banalement. Ça fait du temps. Ça dure. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, vous prenez les marchés publics. Lorsque le processus est déclenché, à tout moment, quelqu'un qui participe, une entreprise qui participe à cette concurrence-là, peut saisir l'autorité de régulation des marchés publics. C'est ça. Quand l'autorité est saisie, le processus s'arrête. On finit tout ce processus et l'entreprise qui gagne devient défaillante. Absolument. Donc, le contrôle, c'est bon, mais il faut l'enfermer dans des délais pour que quand une commune initie une dépense, que le contrôleur ait des délais pour valider, pour donner son accord, etc. Et que le processus aille jusqu'à son terme. Vous voyez? Maintenant, quand je parle de la commune comme administration hyper contrôlée, vous avez vu, on a parlé a priori, bon, à l'origine même, avant que le secrétaire exécutif ne lance la procédure d'une dépense, c'est que le conseil de supervision, le conseil municipal a déjà autorisé ça au niveau budgétaire. Le préfet a déjà approuvé au niveau budgétaire. La procédure est lancée. A priori, nous avons le délégué qui contrôle, qui supervise, qui regarde tout ça là. Mais il y a des audits. Chaque année, les communes reçoivent des audits. C'est ça. Il y a, disons, l'autorité de tutelle qui regarde tout ce qui est fait dans les communes. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui aussi a un droit de regard sur la gestion des communes. Il y a la Cour des comptes à travers ses représentants régionaux qui aussi regardent la gestion des communes. Mais pourquoi à chaque audit on découvre des irrégularités? C'est ça. Moi, je me pose des questions. Vous n'avez pas ce niveau de contrôle dans un ministère. Et quand tout le processus est terminé et qu'on doit payer, le trésorier communal
exercent encore un droit de regard. Donc, le processus prend du temps en amont et en aval aussi, ça prend du temps. Et à la fin, il faut un compte de gestion qui passe en conseil municipal. Et il faut un compte administratif, un compte de gestion qui va encore au niveau de l'autorité de tutelle. Alors, avec tout ce dispositif-là, pourquoi on n'a pas la bonne gouvernance? C'est une question. C'est encore cette interrogation. On ne peut pas... Il y a peut-être des deals qui se font dans l'ombre. Non, je pense que si on a tout ce mécanisme-là, on doit pouvoir dire la gestion dans les communes s'est améliorée. La bonne gouvernance est au rendez-vous. Regardez tout ce dispositif-là pour les communes qu'on ne retrouve pas au niveau des sociétés d'État. Hein? D'accord. Et à l'intérieur de l'administration communale, il y a l'inspection aussi qui est là. Donc, regardons ce qui est nécessaire parce que l'objectif, c'est la bonne gouvernance. C'est ça. Personne ne va accepter que l'argent public soit gaspillé. Absolument. Maintenant, il faut... il y a eu des propositions pour la dématérialisation, non seulement des marchés publics dans les communes, mais aussi le processus de paiement, par exemple. Donc, il y a des pistes que le gouvernement peut explorer pour améliorer la réforme, parce qu'aujourd'hui, le niveau de consommation des ressources est tellement faible parce que tout le monde a peur de la criette. C'est ça. Donc, que ce soit les DAF, que ce soit les secrétaires exécutifs, les PRMP, tout le monde s'en méfie. S'en méfie. Donc, le dossier, avant de sortir d'un bureau, il va déposer, il va récupérer. Ça fait le tour et on assiste à une lenteur qui ne dit pas son nom. Et donc, les services. Or, l'objectif de la réforme, c'est d'améliorer la qualité des services sociaux de base. Mais si tout le monde a peur de signer les marchés, d'approuver, d'engager la commande publique locale, les dépenses publiques locales, comment est-ce qu'on peut améliorer les services sociaux de base? On ne peut pas. Parce qu'il faut une commande publique communale pour améliorer les services sociaux de base. Donc, je pense que c'est un défi à la réforme. Et il faut... Je sais qu'il y a des réflexions, même dans le recouvrement des impôts locaux. J'ai participé à un atelier où il y avait la Direction générale des impôts, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, où l'idée, c'était vraiment de faciliter le recouvrement des impôts par le numérique. C'est ça. Vous voyez que lorsque la TVM a été, le paiement a été numérisé, les gens ont payé. Donc, il faut mener la réflexion. C'est des questions essentielles, c'est des questions importantes parce que si on améliore le recouvrement des recettes et qu'on n'améliore pas le processus de dépenses publiques au niveau des communes, on ne peut pas améliorer les services sociaux de base. Vous voyez, s'il y a des pistes à améliorer, parce que je prends l'exemple de communes comme Calavi où le réseau routier, il y a une grande partie du réseau routier qui n'est pas encore pavé ou bitumé. Donc il faut contractualiser avec des entreprises pour améliorer l'entretien. Il y a des zones également non électrifiées, comme dans d'autres quartiers d'ailleurs. Donc il faut que la commande publique soit fluide, tout en gardant la transparence, la qualité de la dépense publique communale. D'accord.
En tout cas, c'est de vastes chantiers encore. Nous nous dirigeons tout doucement vers 10 heures dans l'ensemble de nos canaux de diffusion. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur votre émission sociopolitique 4 sur table de tous les dimanches. On parle aujourd'hui décentralisation au Bénin. Quel bilan, pour quelle perspective 22 ans après? Qui de mieux pour en parler si ce n'est un homme des Serails, Franck Kenevor, expert en décentralisation. Alors, les fonds d'appui au développement des communes, FADEC, parlons-en. Aujourd'hui, comment évoluent ces ressources attribuées aux communes? On sait qu'il y a eu tellement de polémiques et même des divergences sont nées sur cette question. Non, je pense que au niveau de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il est prévu le fonds d'investissement communal qui devrait prendre la place du fonds d'appui au développement des communes. Mais au niveau des fonds FADEC, ce qu'il faut saluer, c'est que les fonds FADEC aujourd'hui, on est autour de 50 milliards. C'est ça. 50 milliards, plus de 50 milliards, je crois que c'est 58 milliards, je n'ai pas les chiffres en tête. De nos francs. Oui, de nos francs. Ce qui montre que ça a évolué. Et ça a évolué parce que les partenaires continuent de s'intéresser aussi à la décentralisation. Donc, les fonds FADEC font l'objet, comme je l'ai dit tantôt, d'audits et de procédures très rigoureuses. C'est vrai qu'il y a eu ce rapport parlementaire qui n'est pas totalement authentifié parce qu'il y a des problèmes d'interprétation aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les fonds FADEC font du bien au pays, font du bien aux communautés et les fonds FADEC contribuent à l'érection d'infrastructures socio-communautaires et à l'équilibre budgétaire. Mais je pense que les communes, les gestionnaires des communes auraient souhaité avoir plutôt les prévisions de l'année N+1, ce que le gouvernement a commencé par faire. Le secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales est bien placé pour vous en parler. Ensuite, il faut que par trimestre, c'est-à-dire il y a un décaissement par trimestre. Parfois, on a l'impression que c'est vers la fin de l'année de l'exercice budgétaire que le gouvernement envoie ces ressources-là vers les communes. Or, je vous ai dit tantôt que au niveau des personnes responsables des marchés publics, il faut renforcer l'équipe pour que les procédures aillent plus vite. Donc, les fonds FADEC, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les communes. C'est à travers ce mécanisme qu'on va voir augmenter les transferts de l'État vers les collectivités territoriales. On est à moins de 5%, mais au niveau de l'UEMOA, par exemple, dans le livre blanc sur les finances locales et la décentralisation, il est recommandé un transfert de 20%. Et c'est le même taux que vous retrouvez au niveau de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. 20%. C'est-à-dire, si l'État mobilise, par exemple, comme recette budgétaire 3 000 milliards, que les communes reçoivent 20%. Ce qui fait 60 millions. 600 millions. 600 millions. Vous voyez, avec ce niveau de ressources, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas regarder le montant, mais il faut regarder 77 communes. C'est beaucoup, 77. C'est vrai que d'autres pays ont jusqu'à 900 communes, mais au Bénin, on a fait le choix. Le Togo, qui est moins vaste que le Bénin, a 120 et quelques communes. Donc, le Bénin a fait le choix d'avoir des collectivités territoriales viables. Et donc, la lisibilité de la carte administrative de notre pays doit faciliter aussi le transfert de ressources importantes pour permettre
aux acteurs de la décentralisation de financer les équipements sociaux communautaires. Et quand on parle de gros montants, ces montants-là existent parce que vous voyez que des ministères continuent de construire des salles de classe, des centres de santé, etc. Donc, il y a aujourd'hui un travail que le gouvernement fait, qu'on peut saluer, à condition que ce soit de manière transitoire. Vous savez, mettre en place une agence pour codifier, pour mettre en place les normes de construction des infrastructures scolaires, c'est une bonne chose. Mais à terme, il faut permettre aux collectivités territoriales de gérer ces compétences-là, parce que c'est ça qui crée l'économie locale. C'est-à-dire, quand l'État envoie de l'argent dans une commune comme Kobli, cet argent-là, on va souhaiter qu'il y ait un tissu économique local qui puisse absorber ça à travers des entreprises pour que l'argent qui est envoyé, ce ne soit pas forcément une entreprise de Cotonou qui se délocalise pour aller exécuter les travaux. Donc, il y a un intérêt à ce que les communes exercent réellement les compétences. Vous voyez, ça permet de créer un tissu économique. Ça pousse parce l'économie que locale. l'argent appelle l'argent, comme on le dit en développement économique. Absolument. Si on ne jette pas de l'argent, on ne peut pas espérer que les banques s'installent, que les microcrédits s'installent et qu'il y ait de l'activité économique. Vous voyez? Donc, moi, je pense que transférer des ressources aux communes, c'est faire vivre une économie locale si on pense véritablement un système économique derrière ça, un modèle économique derrière ce transfert-là. Et ce modèle économique, ça doit être travaillé avec les communes pour que lorsque l'État envoie peut-être 1 milliard dans une commune, que les modalités d'utilisation, on puisse réserver une partie à des entreprises locales et donc leur permettre, parce que si il n'y a pas de marché, s'il n'y a rien, les entreprises là vont disparaître. Et donc, c'est des emplois qui sont tués comme ça. Donc, on fait un modèle économique avec les collectivités territoriales et c'est comme ça qu'on va permettre aux localités aujourd'hui qui sont démunies de disposer d'une économie réelle et à partir de cette économie réelle, la commune va prélever des impôts, des taxes, etc. Et des emplois seront créés. Et donc, ça va entretenir une vie locale qui va limiter les zones rurales. C'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau des fonds FADEC, que ce soit fonds FADEC ou fonds d'investissement communal, ce qui m'intéressait au niveau du fonds d'investissement communal, c'était la possibilité d'aller sur le marché financier, sous l'encadrement de l'État, bien sûr, mais permettre aux communes aussi d'aller sur le marché, les communes qui ont une gestion saine, des finances saines, d'aller sur le marché de l'emploi et le marché financier lever des fonds pour faire des investissements structurants, des investissements qui vont leur permettre véritablement d'impulser le développement de leur économie. Donc, il y a tous ces défis des chantiers sur lesquels il faut travailler. Alors, parlons d'autre chose. Une préoccupation en tout cas qui me tient à cœur, c'est celle-là de votre regard justement, éclairé d'experts dans le domaine. Quels sont les critères, si on peut le dire ainsi, qui gouvernent l'attribution des fonds? Ça, c'est vraiment des éléments que le secrétaire permanent de la CONAFIL peut vous donner. Bon, c'est vrai qu'on pense parfois qu'il y a une politisation autour. Non, non, pas du tout, pas du tout. Les critères sont connus. Et bien définis. Je sais qu'il y a des critères de bonne gouvernance, il y a des critères budgétaires, il y a des critères démographiques, il y a des critères
disons, je me rappelle qu'on a exigé que les communes qui ne faisaient pas les audiences publiques de reddition des comptes, que ces communes aient moins de ressources. Par exemple, donc, au niveau des fonds FADEC, il n'y a pas du tout de politisation autour. Parce que les fonds FADEC sont gérés par la Commission nationale des finances locales, où les élus sont représentés de manière paritaire avec l'administration. Donc, il y a forcément comme critère, disons, les performances de la commune, la maîtrise d'ouvrage, tout ça là. Mais vraiment, c'est pas de mon domaine. Bien sûr, que de votre regard d'expert. Les finances locales, c'est pas vraiment mon domaine, mais je sais que il y a zéro politisation. Parce que il y a, disons, une commission paritaire, des règles qui sont préétablies, qui sont claires, bien connues, et il y a des péréquations même au profit des communes les moins nantis. C'est ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de politisation autour. Non, pas du tout. Alors, on va parler à présent du transfert de compétences. À ce niveau également, certaines communes estiment que les choses patinent, traînent un peu. Bon, le transfert des compétences est l'essence même de la décentralisation. Parce que la décentralisation est née de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si un problème se pose dans une localité à Boïcon, prenons l'exemple de Boïcon, il y a un problème dans un arrondissement de Boïcon, comme Huawei, Wassaro, on va dire que le principe de subsidiarité veut qu'on ait donné les moyens et les capacités aux autorités immédiatement compétentes sur le territoire de régler le problème. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème dans un arrondissement de Boïcon, c'est la commune de Boïcon qui doit être à même de régler ce problème-là. Donc, c'est en vertu de ce principe qu'on a fait la répartition des compétences. Donc, si les compétences ne sont pas transférées, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décentralisation. C'est ça. Mais dans notre pays, je pense qu'il y a un effort qui se fait. Parce que, en réalité, l'exercice des compétences exige aussi le transfert des ressources. C'est ça. Si autrefois, c'est tel ministère qui construisait les salles de classe et que l'on a transféré la compétence de construire les salles de classe aux communes, normalement, ce ministère-là doit transférer les ressources qu'il utilisait autrefois pour construire les salles de classe aux communes. Et au ministère des enseignements maternels et primaires, il y avait eu beaucoup d'avancées sur ce plan-là. Mais à un moment donné, le gouvernement a créé des agences qui interviennent dans le domaine de compétences des collectivités territoriales parce que l'exercice des compétences n'était pas forcément bien fait. Mais le problème, c'était les ressources humaines et les ressources financières. Mais le choix du gouvernement a été donc, pour certaines compétences, de les gérer au niveau central à travers des agences ou des sociétés. Ça, c'est une expérience. Je pense que c'est aussi une expérience transitoire. Parce que ce que le gouvernement a fait et qui
m'amène à dire que c'est transitoire, c'est que les agences ont été créées avant la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Mais lorsque vous prenez la loi 2021-14 du 20 décembre 2021, cette loi qui est postérieure à la création des agences maintient ces compétences-là dans le giron des collectivités territoriales. Alors, qu'est-ce que je lis à travers ça? Je lis à travers ça que dans un premier temps, le gouvernement veut faire un partenariat État-commune, et dans le cadre de ce partenariat-là, le gouvernement met en place les normes, gère les compétences pour un temps, et après, voit les modalités de gestion par les communes. Parce que rien n'obligeait le gouvernement, alors qu'il avait déjà donné ses compétences à des agences et des sociétés, de les remettre dans le nouveau code de l'administration territoriale. Donc, ça veut dire que le gouvernement tient à ce qu'à un moment ou à un autre, les collectivités territoriales gèrent soit directement ces compétences, donc ça sera au niveau de l'administration communale, ou par le biais d'intercommunalité. Parce que ce volet aussi a été le parent pauvre de notre décentralisation, mais quand vous allez dans les autres pays, c'est l'intercommunalité qui est l'élément phare. Fondamental, c'est ça. Parce que on estime que les communes sont... C'est-à-dire, l'idée de la décentralisation, c'est l'idée de développement communautaire. Mais on est tous d'accord que pour les questions, par exemple, des ordures, une seule commune ne peut pas faire les investissements et rentabiliser ça. C'est pas possible. D'où l'intercommunalité. Et vous voyez le modèle de la SGDS aujourd'hui qui admet les communes dans son conseil d'administration pour que ça donne vraiment une idée de ce que l'intercommunalité dans le domaine des grands marchés, dans le domaine de la promotion, de l'attractivité des territoires. L'intercommunalité aujourd'hui, c'est, disons, l'élément qui doit permettre aux collectivités territoriales de s'affirmer, que ce soit les communautés urbaines, que ce soit les communautés d'agglomération. Ces genres d'intercommunalité, ça facilite la mutualisation des ressources. Vous voyez, on peut supposer par exemple que des communes se mettent ensemble, transfèrent des compétences à l'intercommunalité et donc des ressources et du personnel pour travailler pour 4, 5, 6 communes à la fois. Vous voyez, donc c'est des mécanismes qui existent dans la décentralisation et qu'il faut explorer parce que les compétences des communes sont nombreuses. Ce n'est pas... les regards sont tournés vers les ordures, vers les infrastructures scolaires, mais il y a beaucoup de compétences que la loi donne aux collectivités territoriales. Et ces compétences, on peut les gérer sur plusieurs plans à travers des intercommunalités. Ça existe déjà des intercommunalités, je crois qu'on en a 2 ou 3. Les autres, ce sont des associations qui n'ont pas fini le processus, mais il y a des intercommunalités pour gérer des forêts, par exemple. Je crois qu'il y a des intercommunalités qui existent dans plusieurs domaines, les 2KP, l'Union des communes du Zou qui est reconnue comme intercommunalité. Donc, c'est vraiment, je sais que dans le Mono ou dans le Koufo, il y a une expérience touristique entre plusieurs communes. Donc, il y a des expériences. Mais il faut vraiment que ça monte en puissance pour que la décentralisation puisse impacter. C'est-à-dire, nous sommes à une phase où on ne voit pas la mainmise des collectivités territoriales sur les territoires. D'accord. Vous voyez, quand il y a un problème
dans une commune, c'est le gouvernement que les gens appellent au secours. Ça montre vraiment que les collectivités territoriales n'ont pas encore posé leur empreinte sur les territoires. Absolument, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ça va très vite sur Carte sur table. Mais avant de vous laisser partir, dites-nous, Franck Kenevo, quelle appréciation faites-vous en quelques secondes de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, dirigée par l'édile de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Est-ce que vous sentez véritablement que ça bouge? Quelle est votre appréciation de votre regard d'expert? Bon, je pense que l'ANCB, c'est l'Association nationale des communes du Bénin, qu'on appelle Association des pouvoirs locaux, c'est ça. Association des gouvernements locaux, l'APL. Ça joue 3 rôles en réalité. L'Association nationale des communes du Bénin, comme toutes les APL que nous avons, ça discute avec le gouvernement pour améliorer les conditions de transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Ça discute avec le gouvernement pour améliorer le statut des élus locaux. Ça discute avec le gouvernement pour que des besoins spécifiques soient pris en compte. Mais l'ANCB est allée encore plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, l'ANCB est comme une agence de développement qui mobilise des ressources. Les partenaires font confiance à l'ANCB. L'ANCB gère beaucoup de projets. Je me rappelle ce pourquoi j'étais allé à Malanville l'année dernière, où dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, la NCB a développé un projet Prevent, et ce projet-là a permis l'inclusion des populations d'éleveurs dans les politiques publiques. Et je me souviens de ce témoignage de ce Peul qui a estimé que c'est l'une des rares fois où des politiques publiques ont impacté sa vie, parce qu'il y a eu des appuis du projet pour avoir des bœufs, du matériel, des biodigesteurs, pour permettre aux femmes d'avoir du gaz pour cuisiner gratuitement. Les femmes maraîchères qui n'avaient pas les moyens pour installer leur maraîchage, on a clôturé tout le domaine, on a mis une fontaine d'eau, on a mis des équipements, et ces femmes-là aujourd'hui... Aujourd'hui, la NCB, peu ou prou, apporte en tout cas la NCB à beaucoup est de sur communes. le terrain. La NCB travaille vraiment à la base. Les femmes, la promotion économique des femmes, c'est un projet important au niveau de la NCB. Le changement climatique qui appelle à une adaptation, la NCB travaille dessus. Donc je pense que aujourd'hui, la NCB, au plan africain, a un modèle, et je ne vous le cache pas, il y a des organisations qui m'ont demandé est-ce qu'on peut capitaliser les expériences de la NCB et venir les partager avec eux. Donc je crois qu'aujourd'hui, si vous m'aviez prévenu de la question, j'aurais pu vous amener des projets et de la documentation. Mais pour ce que je vois et de façon que tangible, je connais de la NCB, vous voyez, la NCB a des partenariats qui aujourd'hui impactent les écoles. La NCB arrive à mobiliser des ressources pour construire des écoles, pour construire, pour équiper des centres de santé. Donc, et il y a aujourd'hui, la NCB permet également quand même aux communes qui n'ont pas qui ne sont pas actives dans la coopération décentralisée de pouvoir participer à des dynamiques de coopération internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec le maire de Cotonou, la NCB
à vraiment améliorer son portefeuille en termes de projet, mais aussi en termes de bonnes relations avec le gouvernement. Parce que j'ai apprécié que le gouvernement ait fait de l'ANCB un partenaire dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Absolument. Le gouvernement sollicite l'ANCB pour de grands enjeux comme le programme de développement 20, enfin le programme qui doit succéder à l'AFIA 2030. Oui, le nouveau programme qui est en train d'être élaboré, la nouvelle vision de développement. Ouais, donc l'ANCB travaille et l'ANCB travaille aussi avec les associations départementales, des collectivités territoriales. Donc il y a une harmonie aujourd'hui. Dans d'autres pays, vous avez 2-3 associations qui se battent tout le temps. Le mouvement municipal est unifié au Bénin et il y a une cohésion au niveau national et départemental. Donc je pense que l'ANCB fait du bon travail et peut aller encore plus loin. Sosten? Oui, voilà, tout est dit. Et je crois que Franck Kenevot parlait tout à l'heure de cette vision nationale de développement et de la gouvernance qui sera bientôt mise en branle. Et d'ailleurs, par rapport à ça, nous avons reçu le directeur général des politiques publiques qui a d'ailleurs éclairé la lanterne publique par rapport à ce projet en gestation. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin, sinon qu'à la fin déjà. En quelques secondes, votre mot de la fin. Bon, je souhaite que, d'abord, il faut féliciter le chef de l'État qui a eu cette vision de réformer la décentralisation. Et sa bonne foi, pour moi, réside dans le fait qu'il ait mis les moyens. C'est une réforme très coûteuse, plus de 22 milliards chaque année. Et le chef de l'État, au Palais des Congrès, a eu à dire une phrase très importante. On ne peut pas contrôler depuis Cotonou ce qui se passe à Malanville. Il faut renforcer les collectivités territoriales. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Et je souhaite vraiment que le gouvernement puisse faire, avant les élections de 2026, que le gouvernement puisse faire une évaluation de cette réforme et qu'on puisse voir les points d'amélioration et qu'on puisse les mettre en place afin que les mandatures de 2026 puissent commencer directement dans un contexte de réforme améliorée. Merci à vous, Franck Kenevot. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, en décentralisation, j'allais dire, décidément. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Carte sur table de ce dimanche, dimanche 4 mai 2025. Sosten Fadaïro à vous. De toutes les manières, la décentralisation, c'est aussi une question de gouvernance. Absolument. Merci à nos auditeurs qui, pourquoi pas, ne ménagent aucun effort pour garder leur position d'écoute par rapport à leur émission fétiche. On va sans doute se retrouver dimanche prochain pour d'autres opportunités. Pour d'autres opportunités, toujours avec un invité de poigne, c'est Roch Botouendo qui est resté à la mise en onde depuis le début de cette émission, streaming sur nos différentes plateformes digitales, Einstein Agogo. Aziz Adam Souley, Sosten Fadaïro, nous vous disons merci pour votre aimable attention et à dimanche prochain. Ahí con la con los vaqueros, todo fomilo.